Les grandes portes de la salle du Conseil galactique s'ouvrirent dans un léger sifflement. Le chef de la sécurité, Vextar, observait depuis sa salle de contrôle, perché au-dessus du rez-de-chaussée. Ses 4 yeux suivaient chaque mouvement, tandis que la nouvelle espèce s'apprêtait à entrer dans sa première réunion officielle. L'adhésion des humains avait été approuvée il y a seulement 3 cycles, et aujourd'hui, ils allaient prendre place parmi les 47 autres races composant le Conseil. Les antennes de Vextar frémirent d'inquiétude. En 300 ans à la tête de la sécurité du Conseil, ils n'avaient jamais rien vu de tel. Chaque espèce qui rejoignait le Conseil suivait les mêmes protocoles ancestraux. Ils étaient accompagnés de leurs diplomates, de leurs traducteurs et, surtout, de leurs gardes armés. C'était une question de respect et de tradition millénaire. Le Zéphyrien baissa les yeux sur ses écrans de sécurité. Les guerriers insectoïdes de son peuple portaient des fusils à plasma capables de percer l'acier. Les êtres de cristal appelés Vortani possédaient des boucliers énergétiques capables d'arrêter un missile. Le reptilien Ket avait amené des gardes équipés de disrupteurs moléculaires capables de réduire un ennemi en poussière en quelques secondes. Même les paisibles Floriens, semblables à des plantes, avaient lancé leurs guerriers racines armés de lance-épines. Mais les humains, les mandibules de Vextar claquèrent de confusion. Les humains étaient différents. L'ambassadrice Sarah Chen entra la première dans la salle. C'était une femme de petite taille, sont les normes humaines, aux cheveux gris tirés en arrière et vêtue d'un simple uniforme bleu foncé. Derrière elle venaient 3 autres humains, vêtus de la même manière. Ils avaient l'air normaux, malgré leurs nuances de peau et leurs cheveux allant du noir au blond. Puis arrivaient à leur garde. 5 hommes marchaient en formation derrière l'équipe diplomatique. Ils portaient des uniformes noirs identiques, sans aucune décoration, à l'exception de petits badges argentés sur la poitrine. Ils ne portaient aucune arme visible, ni fusil, ni bouclier énergétique, ni rien de moléculaire. Chaque garde portait ce qui ressemblait à un simple appareil de communication fixé à l'oreille, et un simple bâton de bois, long d'environ un bras, pendait à sa ceinture. Vextar se pencha en avant sur sa chaise. Ce scanner de sécurité balayait la délégation humaine à fond. Les résultats étaient incohérents. Les scanners ne détectèrent ni armes à énergie, ni armes à feu à projectiles, ni engins explosifs, ni même un équipement de défense de base. Les bâtons de bois semblaient être exactement cela, du simple bois, sans technologie cachée. « C'est impossible », murmura Vextar. Il relança le scan, même résultat. Au rez-de-chaussée, les autres délégations constataient la même chose. Les conversations s'interrompirent tandis que les espèces fixaient les gardes humains. Certaines se mirent à chuchoter entre elles. Quelques-unes parurent insultées. Le haut commandant Karat de la délégation Keth se pencha pour l'aider. « Se moque-t-il de nous ?» demanda-t-il de sa voix grave et grave. « Pense-t-il que nous sommes si faibles qu'ils n'ont besoin d'aucune arme pour se défendre ?» Les cristaux de la délégation Vortani tintent doucement, ce qui, Vextar le savait, signifie leur confusion. Le son résonne dans la chambre tandis que d'autres êtres de cristal captent l'harmonique. Même les Floriens, habituellement calmes, se mettent à bruisser leurs feuilles dans une énergie que l'on pourrait qualifier de nerveuse. L'ambassadrice Chen semble ignorer l'agitation provoquée par son équipe. Elle se dirigea calmement vers la section humaine de la grande chambre circulaire et prit place. Ses gardes l'accompagnèrent, mais pas selon le dispositif protecteur habituel des autres espèces. Ils se déployèrent plutôt dans des positions apparemment aléatoires autour de la zone humaine. Vextar observa la scène avec une inquiétude croissante. Un positionnement aléatoire était dangereux. Tout expert en sécurité savait que les gardes avaient besoin d'une visibilité dégagée et d'un champ de tir qui se chevauche. Mais les gardes humains semblaient ignorer les règles élémentaires de protection. Un garde se tenait près de l'entrée principale, mais lui tournant partiellement le dos. Un autre se plaça près d'un groupe de guerriers zéphiriens, suffisamment près pour qu'ils puissent le frapper avant qu'il ne puisse réagir.
Un troisième garde s'assit sur une chaise qui le plaçait en dessous du niveau des yeux de la plupart des autres espèces, faisant de lui une cible facile. « Imbécile !» s'exclama Vextar. « Ils feront tuer leur diplomate. » Mais en observant plus attentivement, Vextar commença à remarquer d'étranges détails. Le garde près de l'entrée avait peut-être le dos tourné, mais sa tête bougeait par petits mouvements, et, dans le reflet du mur poli derrière lui, il pouvait tout voir. Le garde près des Zéphiriens se tenait détendu, mais Vextar réalisa que sa position le plaçait à portée de main de 3 boutons d'alarme différents. Le garde assis semblait vulnérable, mais de son angle bas, il avait une vue dégagée sous les tables et derrière les piliers où quelqu'un pourrait se cacher. Rien de tout cela n'expliquait l'absence d'armes. Le président du conseil, Timar, ouvrit la séance. L'ancien éthéré flottait au-dessus du centre de la salle, sa forme énergétique vibrant d'autorité officielle. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres, l'espèce humaine, à cette réunion du Conseil galactique. Des acclamations polies s'élevèrent de la part de la plupart des délégations. Keith resta silencieux. Ambassadeur Chen poursuivit le président Timar. Veuillez vous adresser au Conseil. Pour présenter votre peuple. Sarah Chen se leva. Ce faisant, Vextar remarqua quelque chose qui lui donna la chair de poule. Les 5 gardes humains tournèrent la tête vers elle au même instant. Non pas le mouvement de tête évident des soldats obéissant aux ordres, mais un mouvement subtil, presque inconscient, tel des prédateurs braqués sur leur chef de meute. Honorable conseiller, commença l'ambassadeur Chen, l'humanité est reconnaissante de cette opportunité de rejoindre la communauté galactique. Nous venons en paix, en quête d'amitié et de coopération avec toutes les espèces. Ces paroles étaient un langage diplomatique standard, parfaitement traduit par les systèmes universels du Conseil. Mais Vextar ne l'écoutait pas, il observait ses gardes. Ils se tenaient parfaitement immobiles, les mains jointes dans le dos, le regard fixé droit devant eux. Mais leurs yeux ne cessaient de bouger. De minuscules mouvements presque invisibles qui suivaient chaque délégué, chaque mouvement dans la salle, chaque ombre qui se déplaçait. Le regard d'un garde parcourut les galeries supérieures où Vextar était assis, et leurs regards se croisèrent un instant à travers l'aluminium transparent de la salle de contrôle. L'expression du garde humain resta inchangée. Il ne fit aucun signe de tête, ni ne salua Vextar. Mais quelque chose dans ce regard calme et scrutateur donnait au chef de la sécurité zéphirien l'impression d'avoir été catalogué, évalué et classé pour référence ultérieure. Nous comprenons, a poursuivi l'ambassadrice Chen, que la confiance se mérite. Nous espérons que nos actes parleront plus fort que nos paroles. Tandis qu'elle parlait, d'autres délégations commencèrent à remarquer les gardes humains. Des conversations s'engagèrent dans plusieurs langues et par différents moyens de communication. Les cristaux de la délégation Keth sonnaient avec plus d'insistance. Même certaines espèces aquatiques dans leurs réservoirs mobiles semblaient agitées. Le haut commandant Korat se leva, interrompant l'ambassadeur humain. Une question, si le Conseil le permet. La forme énergétique du président Timar vacillait d'agacement, mais le protocole autorisait les interruptions pendant les présentations. « Parlez, commandant Korat !» L'imposant Keth pointa un doigt griffu vers les gardes humains. « Pourquoi vos protecteurs ne portent-ils pas d'armes? Vous moquez-vous de nos traditions? Nous considérez-vous si inférieurs à vous que vous n'ayez pas besoin de défense ?» Le silence retomba sur la salle. C'était exactement le genre de crise diplomatique qui pouvait mettre fin à l'appartenance d'une espèce avant même qu'elle ne commence. Vextar se pencha en avant, se demandant comment les humains réagiraient. L'ambassadrice Chen sourit. Son expression calme et discrète rendit Vextar encore plus nerveuse. « Commandant Korat, nous ne portons pas d'armes, car nous croyons que la meilleure arme était l'esprit, qui n'a pas besoin d'armes. » Elle fit un geste vers ses gardes sans les regarder. Ces hommes se sont entraînés toute leur vie d'adulte dans un seul but: protéger les missions diplomatiques. Ils ont étudié chaque espèce présente dans cette salle, appris vos forces et vos faiblesses, vos styles de combat et vos tactiques préférées.
Ils ont mémorisé la disposition de ce bâtiment, identifié toutes les menaces possibles et toutes les voies de fuite possibles. L'un de ces gardes s'avança légèrement. Grand et mince, il avait la peau sombre et le regard parfaitement calme. « Puis-je vous faire une démonstration, commandant Korat ?» Le guerrier Keth grogna, mais le président Timar l'autorisa. Le garde humain regarda autour de lui. Notre chambre. Dans cette pièce, 47 espèces sont représentées. 12 de ces espèces chassent principalement à vue. 21 utilisent principalement l'ouïe. 8 utilisent la détection chimique. 3 utilisent la détection électromagnétique. Les 3 autres utilisent des méthodes que nous qualifions d'exotiques. Il marqua une pause. Il y a actuellement 238 individus dans cette salle. 112 sont armés d'armes à énergie. 64 portent des armes à projectiles. 47 possèdent des armes blanches. 15 possèdent ce que nous considérons comme des armes exotiques. Bextar vérifia ses propres relevés de sécurité. Les chiffres étaient exacts. L'individu le plus dangereux dans cette pièce, l'humain, poursuivit calmement, est la chanteuse de cristal Vortani, dans la section 7, rangée 3. Son arme harmonique pourrait briser les supports de la chambre et tuer tous les occupants en environ 4 secondes. Les cristaux du Vortani en question se tueront complètement sous le choc. L'individu le plus protégé, c'est le haut commandant Korat lui-même. Son générateur de bouclier personnel pourrait résister à un tir direct du canon d'un vaisseau. Korat plissa les yeux. Et l'individu le plus vulnérable, dit le garde humain, son regard scrutant Vextar dans la salle de contrôle au-dessus, est le chef de la sécurité Vextar, car sa position d'autorité fait de lui une cible prioritaire. Mais sa position géographique ne lui offre qu'une seule issue de secours. La salle était plongée dans un silence de mort. L'ambassadrice Chen fit un signe de tête à son garde, qui reprit sa position. « Nous ne portons pas d'armes, commandant Korat, car nous sommes l'arme, et nous constatons que la meilleure arme est celle qui… » 3 semaines s'étaient écoulées depuis la première apparition de l'humanité au Conseil galactique. Le choc initial de leur garde désarmée s'était estompé dans le bruit de fond de la politique quotidienne. La plupart des espèces avaient décidé que les humains étaient soit très courageux, soit très stupides. Quelques-uns pensaient qu'ils étaient peut-être les deux. Le chef de la sécurité Vextar ne l'avait pas oublié. Il se surprit à observer la délégation, humaine avec plus d'attention que tout autre groupe. Leur garde continuait de le surprendre. Ils se tenaient dans les mêmes positions apparemment aléatoires, les mains jointes dans le dos, des bâtons de bois suspendus à la ceinture. Mais plus il les observait, plus il remarquait des schémas inexistants. Lors de la séance matinale sur les routes commerciales, un garde humain avait changé de position exactement 17 secondes avant qu'un délégué florien ne prenne la parole. Lors de la discussion de l'après-midi sur les droits miniers, un autre garde avait tourné la tête vers l'entrée 4 secondes avant l'arrivée d'un délégué en retard. C'était comme s'il pouvait prédire les mouvements avant qu'ils ne se produisent. La séance d'aujourd'hui promettait d'être plus stimulante. Le sujet portait sur les conflits territoriaux dans la spirale extérieure, où l'expansion humaine s'était rapprochée des colonies Kett établies. Le haut commandant Korat avait demandé une autorisation spéciale pour envoyer des gardes supplémentaires, prétextant que l'affaire était trop importante pour les mesures de sécurité habituelles. Vexita regarda la délégation Kett entrer dans la salle. Korat arriva le premier, son imposante carrure reptilienne recouverte d'une armure de combat cérémonielle, qui brillait sous les lumières de la salle. Derrière lui marchaient 12 guerriers Kett, au lieu des 6 habituels. Chacun portait un fusil disrupteur moléculaire et un équipement de combat complet. Leurs visages écailleux trahissaient une agressivité à peine maîtrisée. Le message était clair. Les Kith se préparaient à bien plus qu'une simple discussion diplomatique. L'ambassadrice Chen entra avec son calme habituel. Ses 4 collaborateurs diplomatiques semblaient un peu plus tendus que d'habitude, mais conservaient leur sang-froid professionnel. Derrière eux, les mêmes 5 gardes.
mêmes uniformes noirs, mêmes appareils de communication rudimentaires, mêmes bâtons de bois. Non, une sécurité renforcée, malgré les préparatifs évidents de Keith pour la confrontation. Tandis que les gardes humains prenaient la position, Vexta remarqua une différence dans leurs mouvements. C'était si subtil que la plupart des êtres l'auraient complètement manqué. Mais les pas de chaque garde étaient légèrement plus courts aujourd'hui. Leur respiration était plus profonde. Leur regard parcourait la pièce plus rapidement. Ils savaient que quelque chose allait se passer. « Salut !» Le commandant Korat ne perdit pas de temps en politesse diplomatique. Dès que le président Timar ouvrit la séance, le chef des Keith se leva et activa un écran holographique montrant les cartes célestes de la région contestée. L'hégémonie Keith maintient des colonies dans ces systèmes depuis plus de 2000 ans, annonça Korat d'une voix grave résonnant dans la salle. Les humains osent désormais revendiquer des planètes qui nous appartiennent de droit. L'ambassadrice Chen resta assise tandis qu'elle répondait. Commandant Korat, les systèmes en question contiennent des planètes propices à la colonisation humaine qui ne présentent aucun signe de présence Keth actuelle. Nos relevés ont révélé des équipements miniers abandonnés, mais aucune colonie active. Abandonnés? Le rugissement de Korat fit tressaillir plusieurs espèces plus petites. Ce sont des sites sacrés, des territoires de chasse ancestraux. Aucun humain n'a le droit de fouler le sol béni par Keth. Du sang. La tension monta aussitôt dans la salle. Cela dépassait les désaccords diplomatiques habituels. Korat invoquait la loi religieuse, ce qui rendait tout compromis quasiment impossible. Nous n'avions aucune connaissance d'une quelconque signification sacrée, répondit calmement l'ambassadeur Chen. Si vous pouvez fournir des documents sur les sites religieux, nous pourrons certainement discuter de la relocalisation de nos colonies. Des documents? Korat frappa son bureau de sa main griffue, laissant de profondes traces sur la surface métallique. Vous exigez des documents sur la foi, sur des rites ancestraux qui existaient avant que votre espèce n'apprenne à faire du feu? D'autres délégations commencèrent à s'agiter nerveusement. Les cristaux Vortani se mirent à bourdonner, exprimant des harmoniques suggérant une certaine anxiété. Plusieurs espèces aquatiques se retirèrent plus profondément dans leur bassin mobile. La situation dépassait les procédures habituelles du Conseil. Vextar se pencha en avant dans sa salle de contrôle. Ses protocoles de sécurité étaient now clairs. Si une intervention violente semblait probable, il était autorisé à inonder la chambre de gaz soporifique et à retirer toutes les armes. Mais comment pouvait-il retirer des armes à des êtres qui, apparemment, n'en portaient aucune? Tandis que Korat poursuivait son discours furieux, Vexta remarqua que les gardes humains avaient légèrement modifié leur position. Rien d'évident, mais chacun avait peut-être bougé d'un demi-pas. Celui près de l'entrée principale se tenait maintenant là où il pouvait voir à la fois l'entrée et les sorties de secours. Le garde le plus proche de la délégation. Keth s'était légèrement déplacé derrière un pilier de soutien qui le protégerait des armes à énergie. Le plus intéressant était le garde qui était assis. Il n'était plus assis, mais debout près de ce qui ressemblait à une plante d'eau décorative. Vexita réalisa qu'il ne s'agissait en rien d'un objet décoratif, mais d'un observateur florien dont le réseau s'étendait sur toute cette section de la chambre. En cas de problème, ce garde pourrait communiquer directement avec le réseau neuronal florien. « Vos gens sont des voleurs et des lâches », disait Korat, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Vous vous infiltrez sur notre territoire comme des parasites, puis vous vous réfugiez derrière la loi du Conseil lorsqu'on vous défie. » L'expression de l'ambassadrice Chen resta inchangée, mais Vextar vit l'un de ses gardes toucher son appareil de communication. Un bref contact, à peine une seconde. Mais, aussitôt, les 5 gardes se penchèrent en avant, sur la pointe des pieds. Ils se préparaient à l'action. Commandant Korat, l'ambassadeur Chen dit « Les insultes personnelles ne résoudront pas ce conflit. » Peut-être pourrions-nous organiser une étude archéologique conjointe afin d'identifier les sites d'importance religieuse.
Une étude archéologique? Korath rit d'un rire rauque qui fit grincer les dents de ses guerriers. Tu penses que les sites sacrés Ketz ont besoin de l'approbation humaine? Tu penses que tes mains douces peuvent toucher ce que nos ancêtres ont sacré? Il fit un geste à ses guerriers. Montrez à ces humains la force Keth. Montrez-leur pourquoi ils devraient craindre de nous voler. Les 12 gardes Keth se mirent en mouvement à l'unisson. Ils s'avancèrent dans l'allée centrale. Des fusils disrupteurs moléculaires étaient portés en travers de leur poitrine. Dans ce que tout expert militaire reconnaîtrait comme une position d'alerte, pas encore tout à fait pointée, mais suffisamment proche pour être menaçant. La chambre se tut, à l'exception d'une respiration nerveuse et du tintement anxieux du cristal Vortani. Les gardes des autres espèces réagirent immédiatement. Les guerriers zéphiriens levèrent chantent leurs fusils à plasma. Les êtres de cristal moi activèrent leurs boucliers énergétiques. Même les paisibles Floriens tendirent des épines défensives, mais les gardes humains ne bougèrent pas. Vextar fixait ses écrans, incrédule. Toutes les autres forces de sécurité présentes dans la salle se préparaient au combat, et les humains restaient parfaitement immobiles, les mains jointes dans le dos. Les humains restèrent parfaitement immobiles, les mains jointes dans le dos. Ils semblaient totalement indifférents, comme si 12 guerriers lourdement armés n'étaient pas en train de se produire. Une menace évidente se présentant sous leurs yeux. Les guerriers Keth entamèrent dans leur danse guerrière traditionnelle. C'était un rituel ancien destiné à intimider les ennemis avant le combat. Ils se déplaçaient en rythme, faisant tournoyer leurs armes selon des schémas complexes, tout en psalmodiant dans leur langue maternelle. Le sens était clair pour tous. C'était ce qui arrivait à ceux qui franchissaient l'hégémonie Keth. Le spectacle était impressionnant et terrifiant. Les guerriers étaient visiblement des experts, leurs armes tournoyant et étincelant en parfaite coordination. Plusieurs délégués s'écartèrent de leurs bureaux, tentant de s'éloigner de la violence potentielle. Mais les gardes humains restèrent inactifs. Korath le remarqua également. Son regard se posa sur le garde humain le plus proche, un homme à la peau pâle et aux cheveux châtain clair, qui se tenait à moins de 3 mètres des guerriers dansant. Le garde observait le spectacle, mais son expression ne trahissait ni peur, ni inquiétude, ni même intérêt. Il avait l'air d'assister à un spectacle un peu ennuyeux. « Toi, Korath !» cria-t-il par-dessus le champ de guerre. « Humain, n'es-tu pas impressionné par Ketmite? Ne crains-tu pas nos guerriers ?» Le garde humain tourna la tête vers Korath. Son mouvement était lent et réfléchi, comme celui à qui on venait de poser une question lors d'un cours. « Non, monsieur, » répondit calmement le garde. « Devrais-je l'être ?» La simple question resta en suspens. Les guerriers Keth hésitaient légèrement dans leur danse, déconcertés par la réponse. Les yeux de Korath brillaient de fureur. « Devriez-vous l'être? Devriez-vous l'être ?» Il fit un geste errant en direction de ses guerriers. « Ce sont les meilleurs combattants de la galaxie. Chacun d'eux pourrait vaincre 10 de vos semblables, » acquiesça poliment le garde humain. « C'est peut-être vrai, monsieur, je l'ignore. Vous l'ignorez ?» Korath peinait à contenir sa rage. « Regardez-les, regardez leurs armes, regardez leur habileté. » Le garde humain, lui, l'observait. Son regard parcourut tour à tour chaque guerrier Keth, étudiant leurs mouvements, leurs armes, leur positionnement. Son regard était calme et analytique, tel un professeur notant le travail d'un élève. « Je regarde, monsieur, » dit-il finalement. « Ils sont très impressionnants. » Mais son ton suggérait qu'il n'était pas du tout impressionné. On aurait dit quelqu'un complimentant un dessin d'enfant. Poli, mais pas particulièrement ému. La danse guerrière prit fin lorsque les guerriers formèrent un demi-cercle menaçant autour de la délégation humaine. Leurs armes n'étaient pointées sur personne, mais le sous-entendu était clair. Korath s'avança jusqu'à être à portée de bras de l'ambassadeur Chen. Peut-être comprenez-vous maintenant le prix à payer pour voler l'hégémonie Keth. L'ambassadeur Chen leva les yeux vers lui sans sourciller. « Commandant,
Je comprends que vous soyez contrarié par le conflit territorial, mais menacez les membres du Conseil viole plusieurs dizaines de lois galactiques. Je suggère que vous soyez contrarié par le conflit territorial, mais menacez les membres du Conseil viole plusieurs dizaines de lois galactiques. Je vous suggère de reconsidérer votre approche. Violer les lois? Korat rit de nouveau. Des lois écrites par des faibles pour protéger les faibles. La pause de 30 minutes n'avait calmé personne. Au contraire, elle avait offert au haut commandant Korat de nouvelles occasions de se mettre en colère. Il passa la pause à arpenter la section de sa délégation, murmurant à ses guerriers des paroles rauques, tout en gesticulant avec colère vers la délégation humaine. Le chef de la sécurité Vexitar en profita pour passer en revue les systèmes de tir. Défense de sa chambre. Il disposait de gaz soporifiques, d'amortisseurs d'énergie, de procédures de confinement d'urgence et d'une douzaine d'autres moyens de mettre fin rapidement aux violences. Mais il se retrouva à fixer les gardes humains au lieu de ses contrôles de sécurité. Pendant la pause, il n'avait santé pas bougé. Tandis que les gardes des autres espèces prenaient leur pause toilette, vérifiaient leur équipement ou discutaient tranquillement avec leurs équipes, les 5 humains restaient exactement dans la même position. Ils ne mangeaient pas, ne buvaient pas et ne semblaient même pas cligner des yeux très souvent. Leurs mains restaient jointes dans le dos. Leurs yeux poursuivaient leur lent et constant balayage de la salle. L'un des assistants de Vextar, un jeune zéphyrien nommé Caxtel, se pencha pour désigner un écran de sécurité. « Chef, regardez ça !» L'écran affichait les données biométriques de tous les gardes présents dans la salle. Rythme cardiaque, rythme respiratoire, indicateur de stress, tension musculaire. Tout ce que les capteurs pouvaient détecter à travers les vêtements et les armures. Les guerriers Kethus présentent un stress important, expliqua Caxtel. Rythme cardiaque autour de 100 battements par minute. Respiration accélérée. Tension musculaire proche du combat. Normal pour des êtres se préparant à une bataille potentielle. Il changea d'écran. Les gardes zéphyriens présentent des signes similaires. Idem pour les Vortani, les Floriens, tous les autres. Puis il passa aux relevés humains. Bextar fixa les données. « C'est impossible, j'ai effectué le scan 3 fois, dit Caxtel. Les humains présentent un rythme cardiaque au repos, une respiration normale et une tension musculaire minimale. Ils sont plus détendus que la plupart des êtres vivants lorsqu'ils dorment. Mais ils viennent d'affronter une menace directe de 12 guerriers armés, marmonna Vextar. Leurs indicateurs de stress devraient être au plus haut. À moins, dit doucement Caxtel, qu'ils ne soient absolument pas menacés. Le président Timar rouvrit la séance. Tandis que les êtres regagnaient leur place, Vextar remarqua un léger changement de positionnement. D'autres espèces avaient rapproché leurs gardes, créant ainsi des formations défensives évidentes. Les humains n'avaient pas changé de position. Commandant Korat, le président Timar s'adressa au chef Keth. « Souhaitez-vous poursuivre la discussion territoriale de manière plus diplomatique ?» Korat se leva lentement. Son armure étincela lorsqu'il se tourna vers la délégation humaine. « J'ai réfléchi à la réponse humaine pendant cette pause. Leur offre de relocaliser les colonies si nous fournissons des documents sur les sites sacrés. » Il marqua une pause, son visage écaillé exprimant le mépris. « Cette offre est insultante. Elle suppose que les croyances religieuses des Keths requièrent l'approbation humaine. Elle suggère que nos revendications ancestrales ne valent rien sans documents satisfaisant la bureaucratie humaine. » L'ambassadeur Chen resta assis. « Commandant, nous avons simplement besoin d'un moyen d'identifier les zones sacrées pour votre peuple. Nous ne souhaitons pas perturber les lieux, des sites religieux, mais sans limite claire. Les accidents sont inévitables. » Des accidents? La voix de Korat s'éleva. « Vous appelez la profanation d'un lieu sacré un accident? Nous appelons accident l'occupation involontaire de terre, dont la signification religieuse est inconnue, » répondit calmement l'ambassadeur Chen. « C'est pourquoi nous avons besoin de documents clairs. » Korat frappa à nouveau du poing, 7 fois assez fort pour briser son bureau. Il n'y aurait ni documentation, ni relevés, ni études archéologiques.
Les humains quitteraient immédiatement le territoire Keth, sous peine d'en subir les conséquences. Le silence retomba dans la salle. Il s'agissait d'un ultimatum qui a poussé la discussion au-delà des négociations diplomatiques, vers une potentielle action militaire. Commandant, la forme énergétique du président Timar vacillait de couleur d'avertissement. Vous vous approchez des violations de la charte du Conseil concernant les menaces contre les espèces membres. La charte du Conseil protège les espèces qui respectent la loi galactique, rétorqua Korat. Les voleurs et les envahisseurs ne méritent pas une telle protection. Il fit signe à ses guerriers, qui reprirent aussitôt leur position menaçante. Mais cette fois, ils le firent. Ils ne se livrèrent pas à une danse guerrière. Ils formèrent plutôt une formation militaire précise, visant directement la délégation humaine. Puisque les humains refusent de partir pacifiquement, poursuivit Korat, peut-être ont-ils besoin d'une démonstration des raisons pour lesquelles ils devraient craindre la justice chrétienne. D'autres délégations commencèrent à s'éloigner de leurs bureaux. Les boucliers Vortani s'activèrent avec des éclairs lumineux. Les guerriers zéphiriens levèrent leurs armes pour se positionner au combat. Même les paisibles Floriens tendirent leurs épines défensives et commencèrent à lâcher. Des signaux d'alerte chimique donnèrent à l'air un goût amer. Mais le garde humain ne bougea toujours pas. Vextar se pencha en avant, ses griffes agrippant son panneau de contrôle. Il était à deux doigts d'inonder la chambre de gaz somnifère quand quelque chose le fit s'arrêter. L'un des gardes humains, le grand à la peau sombre qui avait parlé lors de leur première séance, fit un pas en avant. Un seul pas, à peine un demi-mètre, 1 mètre, mais cela changea complètement la dynamique de la salle. Soudain, il ne se retrouva plus derrière l'ambassadrice Chen, mais à ses côtés. N'étant plus caché par des meubles, mais bien visible. N'étant plus en position défensive, mais debout à Maichu, l'espace ouvert où il pouvait être facilement pris pour cible. Cela aurait dû le rendre plus vulnérable. Au lieu de cela rendit tous les guerriers présents plus nerveux. « Commandant Korat, » dit le garde, sa voix résonnant clairement dans la salle. « Puis-je vous poser une question ?» Korat le fusilla du regard. « Vous pouvez poser la question. Je ne peux pas répondre. Combien de guerriers avez-vous amenés aujourd'hui ?» Korat parut perplexe face à cette simple question. 12. Le meilleur que l'hégémonie puisse offrir. Le garde humain hocha la tête. Et combien d'armes porte-t-il ? 12 fusils à disruption moléculaire, plus des armes blanches personnelles, répondit Korat, visiblement perplexe quant à la direction que cela prenait. Merci, dit poliment le garde. Puis il parcourut la salle du regard, son regard passant systématiquement d'une délégation à l'autre. La délégation zéphirienne compte 6 gardes armés de fusils et à plasma, dit-il, comme s'il donnait un cours. Les Vortani comptent 8 porteurs de boucliers, équipés de projecteurs d'énergie. La section florienne comprend 3 guerriers racines armés de lance-épines. Les délégations aquatiques comptent des spécialistes du combat sous-marin équipés d'armes soniques. Il fit le tour de la salle, dressant la liste des effectifs de sécurité de chaque délégation avec une précision irréprochable. Les espèces connues ceux de Vextar conservaient leurs effectifs de garde. Secret se retrouva démasqué, tandis que l'humain récitait calmement les chiffres exacts. Au total, conclut le garde, il y a actuellement 143 êtres armés dans cette salle, portant des armes capables de raser une petite ville. La confusion de Korat se transformait en colère. « Que veux-tu dire, humain ?» Le garde le regarda droit dans les yeux. « Ce que je veux dire, commandant, c'est que tu sembles croire que le nombre compte. » « Le nombre compte, » rugit Korat. 12 contre 5, des guerriers armés contre des faibles sans défense. « Sans défense ?» répéta l'humain comme s'il réfléchissait aux mots. « C'est une hypothèse intéressante. » Il fit un autre pas en avant, s'éloignant encore davantage de toute couverture. Il se tenait maintenant complètement exposé dans l'allée centrale, à portée de toutes les armes de la chambre. « Puis-je faire une démonstration ?» demanda le garde au président Timar.
La forme énergétique de l'ancien éthéré pulsait avec incertitude. Quel genre de démonstration? Un exercice de comptage, répondit le garde. Comme celle que nous avions faite pendant la récréation. Vextar sentit son sang se glacer. Quoique les humains aient compté pendant la pause, ce n'était pas par pure curiosité. Le président Timar donna son autorisation à contre-cœur. Le garde humain se tourna vers Korat. Vous avez 12 guerriers en formation militaire. Très impressionnant. Mais puis-je signaler quelques problèmes de positionnement? Sans attendre de réponse, il s'est mis à marcher lentement dans l'allée centrale. Tout en avançant, il a fait un geste désinvolte vers différentes sections de la salle. Votre guerrier de tête se tient juste sous le système d'éclairage de secours 7. Si ces lumières tombaient en panne, il serait aveugle pendant environ 4 secondes, largement le temps pour quelqu'un de se rapprocher. Le guerrier Keth de tête leva les yeux, nerveux, vers les lumières au-dessus de sa tête. Votre deuxième rang est posté derrière le pilier de soutien C4. L'humain continua, marchant toujours d'un pas tranquille. Ce pilier est décoratif, pas structurel. Il n'arrêterait pas une charge déterminée, mais il dissimulerait un attaquant jusqu'à la dernière seconde. Il s'arrêta devant la formation Keth, suffisamment près pour que le guerrier le plus proche puisse l'attraper. Votre arrière-garde tourne le dos à la section florienne. Il ignore probablement que des racines floriennes s'étendent sur tout le sol de la salle. S'il le voulait, il pourrait le faire trébucher sans qu'il ne s'en aperçoive. Les yeux de Korat flamboyaient, mais l'humain n'en avait pas fini. Plus important encore, dit le garde. Votre formation suppose que vos ennemis attaqueront de front. Vous n'avez ni sécurité arrière, ni surveillance aérienne, ni protection contre les attaques latérales. Il fit un geste vers ses 4 collègues, toujours postés dans des positions apparemment aléatoires autour de la salle. Mes collègues et moi passâmes la pause à compter. Nous comptions vos positions, vos lignes de vue, vos temps de réaction. Nous comptions la distance entre chaque guerrier et le couvert le plus proche. Nous comptions le temps qu'il faudrait pour traverser chaque section de la salle. Nous avons compté les angles optimaux d'approche et de retraite. Sa voix restait calme et posée, mais quelque chose dans son ton retenait toute la salle. Nous avons compté, dit-il simplement, le temps qu'il faudrait pour neutraliser chaque menace. L'alarme a commencé par une faible pulsation, signalant l'alerte générale. En quelques secondes, la situation dégénéra en un cri aigu et pressant, que tous les membres du Conseil comprirent comme une menace imminente pour la vie. Le chef de la sécurité Vextar était debout avant même la seconde pulsation, ses 4 yeux scrutant chaque écran de sa salle de contrôle. La salle était tendue depuis l'avertissement inquiétant du garde humain concernant le comptage des sorties, mais rien ne l'avait préparé à cela. « Au rapport !» lança-t-il à ses assistants. « Plusieurs points d'intrusion !» cria Caxtel, sa voix jeune et tremblante de stress. Sortie de secours 7 à 12, intrus avançant rapidement dans les couloirs de maintenance. Un autre assistant ajouta « Signatures d'armes énergétiques détectées, équipement de qualité militaire, au moins 15 ennemis, peut-être plus. » Les mandibules de Vextar claquèrent rapidement, tandis qu'il traitait. L'information. Le mouvement Pure Galaxie menaçait depuis des mois le Conseil des espèces inférieures, le purificateur. Mais personne ne les avait pris suffisamment au sérieux pour s'attendre à une attaque directe. Verrouillez toutes les issues, ordonna-t-il. Activez les barrières défensives. Déployez des équipes de sécurité pour... Il s'interrompit au milieu de sa phrase, ses écrans lui montrant une situation impossible. Les intrus ne s'introduisaient pas dans la chambre. Ils étaient déjà à l'intérieur. Des silhouettes, en tenue de combat noir, elles apparurent par des panneaux d'accès cachés, dont Vextar ignorait l'existence. Elles se déplaçaient avec une précision militaire, munies de fusils à énergie, capables de percer les coques des vaisseaux. Leurs visages étaient masqués par le symbole pur de la galaxie, une galaxie stylisée dont la plupart des étoiles étaient net barrées. « Comment ont-ils réussi à passer nos scanners ?» demanda Vextar. Caxtel répondit, affolé. Ils devaient préparer cela depuis des mois. Ils connaissaient nos systèmes de sécurité mieux que nous. Au rez-de-chaussée de la salle, la panique s'empara aussitôt. Les délégués quittèrent précipitamment leur bureau tandis que des silhouettes armées émergeaient de leurs cachettes tout autour de la salle circulaire.
Certaines espèces tentèrent d'activer leur bouclier personnel. D'autres se réfugièrent derrière des meubles. Les délégations aquatiques scellèrent leur mobile. Tanks. Tandis que les Floriens déployaient toutes leurs épines défensives. Mais les assaillants s'étaient parfaitement positionnés. Chaque délégation se retrouva face à des armes pointées sur elle sous différents angles. Les voies d'évacuation étaient bloquées. Les issues de secours étaient couvertes par des tirs ennemis. « Citoyens de la galaxie !» annonça l'un des assaillants, sa voix amplifiée par des conseils volés et des systèmes de communication. Vous assistez au début de la purification galactique. Trop longtemps, les espèces inférieures ont corrompu notre espace commun par leur faiblesse et leurs pensées primitives. Le haut commandant Korat rugit de rage et chargea l'attaquant le plus proche, mais 3 éclairs d'énergie le frappèrent simultanément. Ses boucliers personnels absorbèrent la majeure partie des dégâts, mais l'impact le projeta contre un pilier de soutien. Ces 12 guerriers tentèrent tant de riposter, mais ils se retrouvèrent encerclés et dépassés, en nombre. L'attaque avait été planifiée avec une précision dévastatrice. Les capacités défensives de chaque espèce avaient été étudiées et contrées. Les fusils à plasma zéphyrien furent brouillés par un champ électromagnétique. Les boucliers énergétiques Vortani vacillèrent et cédèrent, les attaquants utilisant des fréquences spécifiques conçues pour perturber leur matrice cristalline. Même le réseau racinaire florien était bloqué par des suppresseurs chimiques injectés dans le système d'aération de la chambre. Vextar vit avec horreur l'effondrement de ces mesures de sécurité soigneusement planifiées. 17 espèces différentes étaient indirectement menacées, et ces protocoles d'intervention étaient inefficaces face à des ennemis qui préparaient manifestement cet assaut depuis des mois. Puis ces caméras se sont braquées sur la délégation humaine. L'ambassadrice Chen et son équipe diplomatique s'étaient réfugiés derrière leurs bureaux renversés, comme tout le monde, mais ces 5 gardes n'avaient pas bougé. Ils restaient immobiles, les mains jointes dans le dos, observant le chaos avec le même calme qu'à l'accoutumée. Des éclairs d'énergie fusaient autour d'eux. D'autres êtres hurlaient, se battaient ou se mettaient à couvert. La salle s'était transformée en champ de bataille, et les gardes humains semblaient vaguement intéressés, comme s'ils assistaient à un spectacle plutôt divertissant. « Visez les humains », ordonna l'attaquant principal. Les renseignements galactiques purs indiquent qu'ils constituent la nouvelle menace pour l'ordre galactique. Leur expansion devait être stoppée définitivement. 4 assaillants pointèrent leurs armes vers la délégation humaine. L'ambassadrice Chen se cala plus bas derrière son bureau, mais ses gardes ne firent aucun geste pour se mettre à couvert. Le premier éclair d'énergie visait le grand garde à la peau sombre qui avait parlé à Korat plus tôt. La flèche aurait dû l'atteindre en plein centre, mais elle manqua sa cible. Le garde s'était légèrement déplacé vers sa gauche, de quelques centimètres à peine, et l'énergie mortelle passa inaperçue. Les 2e et 3e flèches furent tirées simultanément, sous des angles différents. De nouveau, les gardes se déplaçaient avec des ajustements précis et subtils. Pas d'esquive spectaculaire ni de plongeon désespéré, mais de petits pas qui les mettaient hors de portée des tirs. On aurait dit de la chance. Mais Vextar observait ces humains depuis des semaines, et il savait que la chance n'y était pour rien. « Impossible !» grogna l'un des assaillants. Personne ne bouge aussi vite sans réflexes améliorés. Il visa plus prudemment et tira de nouveau. Cette fois, le garde humain fit quelque chose qui écarquilla les yeux de Vexitar sous le choc. Il attrapa l'éclair d'énergie, non pas avec ses mains, mais avec le bâton de bois accroché à sa ceinture. D'un mouvement fluide, il tira le simple morceau de bois et le positionna de manière à ce que l'éclair l'atteigne directement. Au lieu de brûler le bois, l'éclair fut dévié vers le plafond, sans faire de dégâts. « Quel genre de bois est dévié ?»« Des armes énergétiques, » chuchota Caxtael. Vextar ne répondit pas, observant une scène encore plus impossible sur ses écrans.
Les 5 gardes humains se déplaçaient, sans courir, sans chargeur, sans rien faire de spectaculaire. Ils marchaient tranquillement vers les assaillants les plus proches, leurs bâtons en main. Ils avançaient exactement au même rythme qu'à l'accoutumée, lents, mesurés, sans la moindre menace. Mais, curieusement, les assaillants commencèrent à tomber. Le premier s'écroula lorsqu'un garde apparut derrière lui. Vextar visionna les images 3 fois et ne comprenait toujours pas comment le garde avait pu traverser 15 mètres de terrain, découvert sans être vu. Un instant, il se tenait près du bureau de l'ambassadeur Chen, l'instant d'après, derrière un assaillant. Le bâton de bois frappait des points de pression qui paralysaient immédiatement l'ennemi. Le second assaillant tomba en tentant de suivre les mouvements d'un autre garde. Il tournoya sur lui-même en tirant frénétiquement, mais l'humain ne se dirigea jamais vers les éclairs d'énergie. Le temps que l'attaquant réalise qu'on le menait en rond, le bâton de bois avait déjà touché sa main armée, son genou et le nerf à la base de son cou. Il s'effondra comme une pierre, mais ce fut la 3e mise à terre qui fit comprendre à Vextar à quel point tout le monde avait mal jugé les humains. 3 assaillants avaient coincé l'un des gardes près du secteur Florian. Ils formaient un triangle autour de lui. Armes pointées de 3 directions différentes. Il n'y avait aucun abri, aucune issue de secours, aucun moyen d'esquiver des tirs simultanés provenant de plusieurs angles. Le garde les regarda tour à tour, tenant toujours nonchalamment son bâton de bois à son côté. « Rendez-vous !» ordonna un assaillant. « Vous n'avez ni arme ni chance de vous échapper. » Le garde humain hocha poliment la tête. « Vous avez raison pour les armes, » dit-il calmement. « Mais vous avez tort pour la fuite. » Il bougea. Vextar ralentit l'enregistrement au quart de sa vitesse et eut encore du mal à suivre ce qui se passait. Le garde sembla se replier sur lui-même, se baissant et tournoyant de telle sorte que les 3 assaillants se trouvèrent dans la ligne de tir. Tandis qu'ils hésitaient à éviter de tirer sur leurs camarades, il se faufila entre eux comme de l'eau, le bâton de bois se déplaçant en arc de cercle précis qui frappait l'encre des points précis du corps de chaque assaillant. En moins de 3 secondes, tous 3 gisaient inconscients au sol. Mais le plus terrifiant n'était pas la rapidité ni la précision de l'interception. C'était l'expression du garde tout au long de l'affrontement. Il semblait s'ennuyer. Dans la salle, le même schéma se répétait. Des attaquants ayant passé des mois à planifier l'assaut parfait se retrouvèrent formantés face à des adversaires qui traitaient dans leurs armes énergétiques comme de simples ennuis. Les humains se déplaçaient dans le chaos tels des fantômes, apparaissant là où il le fallait, disparaissant avant que des contre-attaques puissent être organisées. Plus inquiétant encore, ils travaillaient ensemble avec une coordination qui semblait impossible. Sans communication radio, sans geste, sans même se regarder, les 5 gardes se déplaçaient comme s'ils partageaient une même pensée. Quand l'un engageait un attaquant, un autre était en position de couper les voies de fuite. Quand quelqu'un tentait de contourner un garde, un autre l'attendait déjà. « Comment communique-t-il » demanda Vextar. Caxtel vérifiait frénétiquement les relevés des capteurs. « Je ne sais pas. Il n'y a aucun signal radio, aucune transmission cryptée, rien. » Sur le sol de la salle, l'attaquant principal hurlait des ordres forts à ses forces restantes. « Concentrez vos tirs. Toutes vos armes sur une seule cible. Ils ne peuvent pas tout esquiver. » 8 fusils à énergie se tournèrent vers un garde humain, le plus petit aux cheveux noirs, qui avait suggéré la pause plus tôt. 8 éclairs d'énergie mortelle jaillirent simultanément de différentes positions. Le garde disparut, non pas dans un bond spectaculaire ou une esquive impossible, mais simplement. Un instant, il se tenait dans l'allée centrale. L'instant d'après, il n'y était plus. L'énergie et les éclairs frappèrent le vide, et les assaillants, désorientés, pivotèrent sur eux-mêmes et pivotent sur eux-mêmes pour trouver leur cible. Le vide s'est abattu sur les assaillants, qui se sont retournés pour trouver leur cible. Il est réapparu derrière leur ligne, se déplaçant parmi eux tel un danseur. Son bâton de bois a frappé les armes des mains, les pieds sous les corps, provoquant des points de pression
qui ont fait tomber instantanément les adversaires armés. Le temps que les autres assaillants arrivent, les équipes médicales d'urgence se sont empressées de soigner les blessés et d'évacuer les assaillants inconscients. 17 extrémistes de Pure Galaxy avaient été neutralisés, sans un seul mort, ce qui stupéfia le personnel médical plus que quiconque. Les blessures par armes énergétiques étaient généralement mortelles ou invalidantes à vie. Mais les gardes humains avaient réussi à vaincre des adversaires armés en utilisant uniquement la force non létale. Le chef de la sécurité Vexstar se tenait au centre de la salle, supervisant le nettoyage, tout en essayant de comprendre ce dont il avait été témoin. Ses équipes de sécurité se déplaçaient autour de lui, rassemblant des preuves et vérifiant d'éventuelles menaces supplémentaires. Mais son attention était focalisée sur les 5 humains qui avaient repris leurs positions habituelles, comme si de rien n'était. Le haut commandant Korat s'approcha lentement. L'armure massive du chef Keth était brûlée par les impacts des armes énergétiques, et il se déplaçait avec une douleur évidente suite à la collision avec le pilier de soutien. Mais ses yeux étaient fixés sur les gardes humains, avec une expression que Vexstar n'avait jamais vue sur un visage Keth. Du respect mêlé de quelque chose qui aurait pu être, de la peur, le visage Keth. Du respect mêlé de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Ambassadeur Chen, dit Korat d'un ton solennel. L'hégémonie Keth a une dette d'honneur envers l'humanité. Votre garde a sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. L'ambassadrice Chen leva les yeux de sa discussion avec le président Timar. Merci, commandant. Mais mes gardes faisaient simplement leur travail. Leur travail, répéta lentement Korat. Il regarda les assaillants inconscients transportés sur des civières médicales. 17 terroristes armés vaincus par 5 individus armés de bâtons. Ce n'est pas un travail normal. L'un des gardes humains, le grand qui avait expliqué comment compter les sorties, s'avança légèrement. « Monsieur, puis-je rectifier quelque chose que vous avez dit plus tôt ?» Korat hocha la tête, fixant toujours le garde comme s'il le voyait clairement pour la première fois. « Vous avez dit que nous portions des bâtons de bois, » poursuivit poliment le garde. « Ce n'est pas tout à fait exact. » Il sortit son arme de sa ceinture et la brandit à la vue de tous. Elle ressemblait à un simple morceau de bois poli, de la longueur d'un bras, sans modification apparente ni technologie cachée. « C'est ce qu'on appelle un tanfa », expliqua le garde. « C'est une arme d'arts martiaux traditionnelle utilisée depuis plus de 1000 ans. Mais vous avez raison, elle est en bois. » Vexstar se pencha, ses scanners de sécurité ne révélant toujours aucune signature énergétique ni mécanisme caché dans la simple tige de bois. « Comment » demanda le chef de la sécurité. « Un morceau de bois peut-il dévier les armes énergétiques ?» Le garde sourit légèrement. « Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas nécessaire. Il a fait une démonstration en déplaçant le tonfa, selon un schéma complexe autour de son corps. Ses mouvements étaient fluides et précis, créant ce qui semblait être une barrière défensive de bois tournant. Les armes énergétiques tirent en ligne droite, a-t-il expliqué tout en poursuivant la démonstration. Ils se déplacent à des vitesses connues et suivent des trajectoires prévisibles. En connaissant le timing, on peut positionner un objet solide de manière à intercepter le faisceau d'énergie à l'angle exact pour le dévier en toute sécurité. Mais les calculs requis, a déclaré l'un des délégués Vortani avec des harmoniques conheuts. Est-ce qu'on fuse la précision requise, le timing à la fraction de seconde? Aucun esprit biologique ne pouvait traiter toutes ces variables assez rapidement. Le garde humain interrompit sa démonstration et regarda l'être de cristal. « Vous avez raison, aucun esprit isolé n'y parviendrait, » fit-il signe à ses 4 collègues. « Mais nous n'utilisons pas l'esprit isolé. Nous utilisons le traitement collectif. » L'ambassadeur Chen s'avança pour expliquer. Nos équipes de sécurité diplomatique s'entraînèrent ensemble pendant des années, avant leur mission. Elles apprirent à penser et à agir comme une seule unité. Chaque garde traite différents aspects d'une situation menaçante et partage des informations avec les autres par le biais de micro-expressions, de langage corporel et de signaux de positionnement trop subtils pour être détectés par la plupart des espèces.
C'est pourquoi, a ajouté un autre garde, nous ne portons pas d'appareil de communication. Nous n'en avons pas besoin. Nous sommes l'appareil de communication. Vexta repensa à toutes les fois où il avait observé les humains et remarqué leur parfaite coordination. Ce positionnement apparemment aléatoire, dit-il lentement, crée un réseau de capteurs. Exactement, confirma le premier garde. 5 êtres en position optimale peuvent surveiller chaque angle, chaque mouvement, chaque menace potentielle. Dans un espace comme celui-ci, nous voyons tout et sous plusieurs angles simultanément. L'énergie du président Timar pulsait avec ce que Vextar identifia comme une profonde réflexion. Ceci explique votre calme lors des confrontations. Vous n'étiez pas menacé, car vous aviez déjà calculé toutes les issues possibles. Nous calculons constamment à acquiescer l'un des gardes. Évaluation des menaces, options de réponse, facteurs environnementaux, voies d'évacuation, risque de dommages collatéraux. Lorsque la violence éclate, nous avons déjà planifié notre réponse à tous les scénarios possibles. Le haut commandant Korat secouait lentement sa tête massive. C'est pour ça que vous m'avez demandé de compter les sorties. Vous aviez déjà tout compté. Oui, monsieur, répondit le garde. Nous savions qu'en cas de combat, les attaquants tenteraient de contrôler les sorties pour empêcher toute fuite. Nous nous sommes positionnés pour contrer cette stratégie avant qu'ils ne puissent la mettre en œuvre. Mais vous n'étiez pas au courant de l'attaque galactique pure, protesta Vextar. Ce n'était pas prévu, répondit cette fois l'ambassadeur Chen. Nous ignorions l'attaque en question, mais nous savions qu'une forme de violence était statistiquement probable lors de nos premières sessions du Conseil. Les nouvelles espèces sont souvent confrontées à des groupes extrémistes ou à des membres existants, agressifs. Nous nous étions préparés à plusieurs scénarios. Elle observa la salle, constatant les dégâts causés par ce bref combat. Pure Galaxy avait opté pour un assaut direct, avec une supériorité numérique et des armes avancées. C'était même l'un des scénarios les plus faciles à contrer. Plus facile? La voix de Korat se brisa légèrement. Ils avaient des fusils à énergie, un entraînement militaire, un positionnement parfait. Ils avaient des armes, corrigea poliment l'un des gardes. Nous étions préparés. Les armes peuvent tomber en panne, être confisquées. La préparation est irréversible. Vextar commençait à comprendre quelque chose qui le glaçait au plus profond de lui-même. « Vous n'êtes pas que des gardes, dit-il lentement. Vous êtes des armes conçues pour ressembler à des gardes. » Les humains échangèrent un regard, et l'ambassadrice Chen les salua d'un signe de tête. « Chef de la sécurité, dit-elle solennellement, vous avez gagné le droit de comprendre à qui vous avez affaire. Mes gardes sont diplômés du programme de protection diplomatique humaine. C'est le système d'entraînement au combat le plus intensif que notre espèce ait jamais développé. » Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Chaque garde de ce programme a étudié toutes les espèces connues de la galaxie. Ils connaissent vos forces, vos faiblesses, vos styles de combat, votre technologie, votre psychologie. Ils se sont entraînés contre des adversaires simulés, calqués sur les capacités de chaque espèce, a ajouté l'un des gardes. Nous savons que les guerriers Ketz misent sur la force et les tactiques d'attaque directe, mais que leur vision périphérique est réduite en raison de la position de leurs yeux. Nous savons que les fusils à plasma zéphyrien ont un délai de charge d'1 seconde entre chaque tir. Nous savons que les fusils à plasma zéphyrien ont un délai de chargement d'1 seconde entre chaque tir. Nous savons que les boucliers Vortani peuvent être perturbés par des fréquences soniques spécifiques. Nous savons, comme l'a poursuivi un autre garde, que les réseaux racinaires floriens communiquent par des signaux chimiques prédictibles et contrables. Nous savons que les espèces aquatiques ont une mobilité limitée en dehors de leurs aquariums. Nous connaissons les spécifications exactes de chaque système d'armes présent dans cette salle. Le silence qui suivit fut profond et inconfortable. Chaque délégation réalisait que les humains les avaient étudiés, découvrant leurs secrets, se préparant à les combattre si nécessaire. Ce savoir, dit finalement le président Taimar, pouvait être perçu comme une préparation à la conquête.
L'ambassadrice Chen secoua fermement la tête. C'est une préparation à la survie. L'humanité a appris de sa propre histoire que le meilleur moyen d'éviter la violence est de s'y préparer, si minutieusement que personne ne veuille vous mettre à l'épreuve. Elle regarda tour à tour chaque délégation dans la salle. Nous ne portons pas d'armes, car nous n'en avons pas besoin. Nous avons mieux. Une connaissance parfaite de nos adversaires, combinée à une coordination parfaite entre nous. Mais pourquoi révéler cela maintenant? Demanda Vextar. Vous auriez pu entretenir l'illusion de l'innocuité. Car, a répliqué l'ambassadrice Chen, l'illusion n'a jamais été le but. L'objectif était de comprendre. Elle a fait un geste vers les assaillants inconscients qui étaient en train d'être exécutés. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui arrive quand on prend des gardes diplomatiques humains pour des cibles faciles. Mais surtout, vous avez vu que nous n'avons utilisé que le minimum de force nécessaire pour neutraliser la menace. Nous aurions pu éliminer tous les assaillants en 30 secondes. Au lieu de cela, nous avons choisi de les neutraliser de manière non létale. L'un de ces gardes ajouta « L'arme la plus dangereuse est celle qui choisit de ne pas tirer ». Le haut commandant Korat resta silencieux un long moment, assimilant cette révélation. Finalement, il parla d'une voix beaucoup plus basse que son rugissement habituel. Le conflit territorial concernant les colonies de la spirale extérieure, dit-il. L'hégémonie Keth retire nos revendications. Les colonies vous appartiennent de plein droit. L'ambassadeur Chen parut surpris. Commandant, ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons encore discuter de la documentation des sites sacrés et parvenir à un compromis. Non, dit Korat avec fermeté. Une espèce capable de vaincre 17 attaquants armés à coups de bâton a conquis ces colonies par sa force. C'est la méthode Keth. D'autres délégations commencèrent à murmurer entre elles. L'humanité immense venait de démontrer des capacités militaires qui bouleversaient tous les calculs sur l'équilibre des forces galactiques. La forme énergétique du président Timar vibrait d'autorité. Cette séance est ajournée afin que le Conseil examine les implications des événements d'aujourd'hui. Toutes les délégations sont priées de déposer des évaluations de menaces actualisées dans un délai d'1 an.